Bonjour, nous sommes le... Ah, voilà, je viens de voir passer Turtle. J'avais eu un tout petit aspect de Turtle qui va probablement passer par la trappe et on va l'entendre sortir. Voilà, nous sommes le 15 mai, il est 10h23, très précis, je suis devant mon ordinateur et je vous montre tout de suite le paysage très pluvieux qui ne sied donc pas à ce shooting à l'extérieur. Bon, ça va peut-être se lever. Nous avons comme projet avec Goliath d'aller au marché de Bastogne, qui n'est pas non plus le meilleur endroit pour tourner, puis je crois qu'il y aura encore de la pluie. Donc Goliath attend patiemment l'expédition vers le marché de Bastogne, donc il est sur un côté du bureau. Et puis vous avez entendu Turtle qui sortait, puis vous avez Oxo, voilà. Les présentations animales sont faites. Oxo un peu épuisé par une nuit assez intense. Et alors voilà le sujet du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de SIBO. SIBO qui est donc l'acronyme en anglais, mais c'est le seul qu'on utilise également en français, de Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Small Intestinal, donc intestin grêle, Bacterial Overgrowth, donc croissance bactérienne. Alors, il y a une deuxième appellation qui commence à être de plus en plus utilisée, c'est SIFO, Small Intestinal Fungal Overgrowth, donc une prolifération fongique. J'ai un peu des problèmes de voix aujourd'hui, mais ça va s'échauffer. Et donc, SIBO, SIFO, alors, bon, je vous ai déjà dit plusieurs fois dans différentes capsules que je ne crois pas trop à tout ça, parce que je crois que très souvent, ces proliférations sont mixtes. Donc, moi, je vais utiliser le terme SIBO, mais ça sous-entend qu'il y a souvent, pas nécessairement, tous les cas sont possibles, mais souvent une prolifération fongique concomitante. Et donc, ne nous braquons pas sur les bactéries. Il faut aussi des stratégies antifongiques chez ces patients-là. Et évidemment, vous pouvez documenter les proliférations de différentes manières. Alors, le SIBO est assez particulier, parce que je vais vous montrer... alors, j'ai préparé quelques diapositives ou quelques documents. Voilà, donc moi j'ai utilisé pas mal sur Londres ce laboratoire, vous voyez, et ce qui peut être fait pour diagnostiquer un SIBO, ce sont des tests d'haleine. Alors je vais vous parler brièvement des tests d'haleine. Il y en a plusieurs. Celui-ci est spécifique du SIBO, mais il y a également deux autres tests d'haleine, je crois qu'ils y font référence ici en fin d'article. Vous voyez, il y a le test d'haleine pour déterminer une intolérance au lactose, chez les gens qui n'ont pas d'expression de la lactase. Moi, je ne le fais pas avec les tests d'haleine, je le fais avec le génotype LCT, et je vous renvoie à la capsule spécifique sur ce génotype LCT, je pense qu'il n'y en a qu'une. Et puis alors, il y a également un test d'haleine pour l'intolérance au fructose. Ça, c'est quelque chose que nous n'avons jamais encore abordé. Mais, bon, les emails qui arrivent, je vais fermer mon email. Et donc, cette intolérance au fructose est parfois importante à explorer. Et là, bon, on n'a que le test d'haleine pour le diagnostiquer. Et bon, il faut parfois y penser dans les cas difficiles. Bon, revenons évidemment au SIBO. Là, le test d'haleine va identifier deux courbes. Une courbe avec les sécrétions, les productions d'hydrogène par donc les proliférations bactériennes, les bactéries en prolifération,
et je crois que je vais, oui, voilà, vous voyez, hydrogène et méthane. Alors bon, ici on voit pas grand-chose parce que les deux courbes sont tout à fait plates, mais bon, là vous avez quand même tous les éléments. J'ai caché le nom du patient. Et donc, ce qu'on donne comme challenge, c'est du lactulose. Hein. Ce sont des tests d'haleine au lactulose. Et on mesure les gaz expirés, on mesure l'hydrogène et on mesure le méthane. Et donc, vous avez deux courbes qui ici sont plates, la courbe avec les losanges noirs et la courbe avec les losanges roses. Et les deux courbes sont plates. Alors, quand les deux courbes sont plates, c'est un troisième cas d'espèce sur lequel je ne vais pas m'étendre, c'est pas courant, mais on considère que quand les deux courbes sont plates, il y a une possibilité, voire une probabilité que finalement on ait affaire à des bactéries qui produisent du H2S. Et ce H2S, c'est ce gaz naturel, hein, produit par des bactéries qui possèdent une odeur d'œuf pourri. Donc une présence modérée de H2S dans les intestins n'est pas anormale, mais évidemment quand ça se multiplie, quand les quantités de gaz et donc les odeurs sont plus fortes, c'est anormal. Et ça demande des interventions, des traitements particuliers qui ne sont pas dans le cadre de cette courte vidéo. Donc je n'en dis pas plus, mais il faut savoir que ça existe, un peu l'exception à la règle. C'est relativement rare. Alors, par contre, quand vous avez du méthane, ça c'est très important de le signaler. On l'explique bien dans ce document. Quand vous avez du méthane, il y a de la constipation. Ok. Et donc, quand vous avez des patients constipés, voyez, le méthane ralentit le passage des aliments dans le tractus intestinal. Alors, le méthane est produit par des méthanobactéries. C'est souvent le genre Méthanobrévibacter et c'est souvent l'espèce Smithii. Ce n'est pas en fait techniquement une bactérie, c'est une archée qui est un embranchement de l'arbre de la vie où les archées, si vous voulez, bon, le nom le dit, hein, c'est ancien. Alors bon, actualité, hop. Voilà la petite turtle qui est de nouveau à la fenêtre parce qu'il faudrait de nouveau que je lui ouvre la porte. Vous voyez cette petite bestiole? Regardez ça. Et il faudrait que je lui ouvre la porte pour... voilà, je suis là bon pour ouvre-porte. Alors qu'elle a toutes les... Bon, Goliath en a cure, hein, bon, visiblement. Alors qu'elle a toutes les facilités pour rentrer par les deux trappes à chat, deux successives. Bon, revenons à notre sujet. Et donc, ces méthanobactéries qu'on peut détecter lorsque la courbe, je vais repasser ici à mes courbes, hein, lorsque la courbe rouge décroche, là vous avez la présence de méthanobactéries. Si c'est le cas, il y a des traitements plus particuliers. Le cas le plus courant est un excès de production d'hydrogène. Ça, c'est vraiment le cas classique SIBO. Et le traitement de choix est la rifaximine. Hein, toujours la rifaximine pour ces patients-là qui est très efficace. Je vous rappelle que la rifaximine est aussi le médicament de choix quand même, quand on a besoin d'un médicament. Vous savez que j'utilise beaucoup la berbérine, la lysine, éventuellement d'autres plantes, les huiles essentielles d'origan, toute cette batterie de traitements végétaux, mais ça m'arrive de devoir utiliser de la rifaximine chez les patients souffrant du côlon irritable. Donc ça, c'est un autre acronyme anglais, hein, IBS. IBS, vous voyez, vous l'avez ici, ce petit paragraphe compare SIBO et IBS. Attendez, je suis un peu... Voilà, SIBO et IBS.
Et IBS est un autre acronyme, donc ça veut dire Irritable Bowel Syndrome, syndrome du côlon irritable. Je vous fais remarquer que le I dans IBS n'a pas la même signification que dans SIBO. Hein? Dans IBS, c'est irritable, dans SIBO, c'est intestinal. Le S n'a pas la même signification non plus, parce que dans SIBO, c'est small, et dans IBS, c'est syndrome. Il n'y a que le B qui tient la route et qui est... ben non, le B est différent aussi, et donc c'est toujours très... Le B est bowel veut dire bowel dans IBS et bactérial dans SIBO. Donc il faut toujours bien réfléchir quand on utilise les mots détaillés dans leur entièreté. Il vaut mieux se fier aux acronymes pour ne pas bégayer. Et je bégaye un peu aujourd'hui. Bon, reprenons-nous. Donc, cette distinction entre SIBO et IBS, c'est un des sujets importants que je voulais aborder aujourd'hui. Elle est quand même un peu artificielle. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de véritables SIBO. Donc, je précise, ça me paraît peut-être trop évident, je dois quand même vous faire apparaître ça. SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Prolifération bactérienne ou fongique, on en a parlé, dans l'intestin grêle. Les bactéries, voire les levures, parce qu'il y a toujours un peu de levure quand même dans un intestin sain, les bactéries se multiplient dans le côlon. Okay, donc, on n'est pas censé avoir beaucoup de bactéries dans le grêle. Il y a un facteur 1000 entre la concentration de bactéries dans le côlon et dans l'intestin grêle. Dans le SIBO, il y a une remontée des micro-organismes vers le grêle, vers l'intestin grêle, le petit intestin, hein, small intestinal, qui n'est pas physiologique. Vous voyez, il y a une augmentation de la concentration microbienne dans le grêle avec des symptômes. Alors, quels sont les symptômes? Bon, ben les voilà. Hein, vous avez une grande variété de symptômes. Je crois qu'un des plus flagrants, c'est le ballonnement, hein, le bloating, très très typique. Très inconfortable, plus dans le SIBO, parce que bon, le petit intestin, bon, d'abord, il est quand même très long, très, très vaste, et il n'est pas prévu pour avoir cette concentration bactérienne et donc pour avoir tous ces gaz libérés. Et donc, c'est très inconfortable. Alors, vous avez tous les symptômes possibles et imaginables de digestion difficile, hein. Vous avez la nausée, voire des vomissements. À l'autre extrémité, vous avez de la diarrhée, c'est le cas le plus courant, mais attention, de la constipation quand ce sont les méthanobactéries qui dominent. Et vous pouvez évidemment avoir un peu des deux, c'est tout à fait possible, et donc vous pouvez très bien avoir des alternances de diarrhée et de constipation. Je vous rappelle que l'alternance diarrhée-constipation est ce qu'on considère comme caractéristique du syndrome du côlon irritable, de l'IBS. Et donc, vous voyez que ces notions, cliniquement, se recoupent. Je suis certain qu'il y a beaucoup de labels IBS qui correspondent à des SIBO. Moi, je n'aime pas cette distinction artificielle parce que je pense que quand il y a du SIBO dans l'intestin grêle, il y a aussi souvent une prolifération microbienne dans le côlon, et donc on peut avoir affaire à des cas qui sont à la fois du syndrome du côlon irritable et du SIBO. Et donc de plus en plus, moi je ne distingue plus autant les deux phénomènes. Je pense qu'ils sont souvent concomitants. Et figurez-vous que sur les derniers mois, dernière année, peut-être 2 années, de plus en plus, je me rends compte que mes traitements sont non
non spécifiques, je traite les proliférations microbiennes, que ce soit dans le côlon ou dans le grêle. Alors, bon, une petite introduction, voilà, vous avez une vue différente ici d'Oxo qui, évidemment, hein, profite, comme vous, de l'enseignement, et est très attentif à ce que je dis, même s'il a les yeux fermés. Et continuons nos symptômes. Bon, quand le grêle, évidemment, est profondément enflammé, perturbé, malade, etc., ben, vous avez de la dénutrition. Vous pouvez avoir de la fatigue, évidemment, avec tous ces phénomènes-là. L'acné, la rosacée, me semble assez spécifique du SIBO. C'est un très bon symptôme. Okay ? Bien entendu, on le retrouve aussi dans l'IBS. Hein. Je vous dis de nouveau, je ne vois pas de distinction fondamentale à apporter. Alors, quand on est dénutri, on peut perdre du poids. Il y a plein de symptômes qui peuvent apparaître tous azimuts. Hein. On peut être déprimé, fatigué, avoir mal aux articulations, ça part dans tous les sens. Mais quand l'intestin ne va pas, rien ne va. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les symptômes. Et on va revenir à ceci parce que je vais commencer à parler de traitement. Alors voilà une diapositive ici d'une conférence donnée par le docteur Pimentel, qui est considéré comme c'est un médecin américain qui est considéré, c'est un gastro-entérologue américain, mais qui est très fonctionnel et qui est considéré comme une référence dans le SIBO. Je pense qu'il le pousse un peu trop loin. Vous voyez, c'est SIBO tous azimuts. Je vous dis, bon, c'est une notion importante, intéressante. Je pense qu'il y a pas mal d'internautes qui vont être attirés par ce sujet, qui ont reçu ce diagnostic ou qui le soupçonnent. C'est un diagnostic qui commence à être reconnu internationalement. Ben, bon, ici, vous voyez, c'est des informations que j'ai prises il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je peux vous dire que le SIBO, il n'y a pas grand monde qui connaissait ça. Hein. Enfin, en fait, la diapositive date d'il y a 6 ans, mais il y avait déjà des conférences que j'ai suivies il y a une dizaine d'années. Bon, ici, il y a une référence d'un article qu'il a publié en 2010, et je suivais ces articles et je les suis toujours. Donc, vous voyez que quand vous faites le test au lactulose, donc le test d'haleine, si c'est positif à l'hydrogène, la rifaximine est la molécule de choix. Rien ne vous empêche de travailler avec de la berbérine d'abord. Hein. Bon, c'est d'ailleurs plus ou moins ce que je fais, mais il faut souvent passer à la rifaximine quand les cas sont lourds. Et puis, vous voyez, s'il y a du méthane, en général, c'est beaucoup plus difficile à éradiquer et on utilise de la néomycine. Mais je peux vous dire que sur les méthanogènes, sur le méthanoprivibactère, la lysine est efficace. Donc, vous voyez, j'ai plus la berbérine là à gauche et plus la lysine ici à droite. Bon, alors, quand on a des échecs, on va vers l'utilisation soit de prokinétiques, soit la remise en route du MMC, du Migrating Motor Complex, du complexe moteur migrant. Parce qu'évidemment, c'est ça qui permet de nettoyer, de dégager l'intestin grêle. Hein. Et donc, avant d'en venir aux prokinétiques, et bon, cette conférence ici a trait aux prokinétiques, voilà quand j'ai vraiment besoin d'un prokinétique, je ne crois pas trop fort aux prokinétiques naturels. Il y en a, mais je n'ai jamais trouvé très efficace, c'est pas satisfaisant, donc je n'hésite pas à utiliser 50 mg d'érythromycine. Vous allez me dire, oh, c'est un antibiotique. Oui, mais 50 mg, pas 1 gramme par jour ou 1,5 g, comme on utilise dans l'antibiothérapie. 50 mg, donc c'est un effet non antibiotique, c'est un effet prokinétique qu'on ne s'explique pas plus que ça. Enfin, c'est un agoniste de la motiline, qui est l'hormone qui fait avancer le schmilblick dans l'intestin grêle.
Donc voilà, l'érythromycine, c'est une molécule à deux faces, hein, comme l'aspirine est à la fois anti-inflammatoire à des dosages très élevés et fluidifiant sanguin, antiplaquettaire, anti-agrégation plaquettaire à des dosages faibles. Voilà, c'est pas la seule molécule qui a plusieurs aspects. Okay, donc érythromycine, 50 mg par jour pendant plusieurs mois, le temps de régler ça, et ça peut se donner en magistral. Et alors l'autre molécule que j'utilise, mais ça c'est vraiment le dernier recours parce que c'est plus puissant, c'est le prucalopride, hein, qui est commercialisé sous le nom de Resolor et qui est un agoniste de certains récepteurs qui font avancer là aussi le péristaltisme au niveau de l'intestin grêle. Donc ça, ce sont des prokinétiques. Mais avant de se lancer dans les prokinétiques, il est évident que pour rétablir la motilité, pour dégager je vous remets ici, voilà, première diapositive, c'était ici donc une conférence surtout orientée vers les prokinétiques, et voilà les coordonnées. Vous pouvez chercher ça sur Internet, hein, il y a plein de publications de ce médecin qui travaille au Cedars-Sinai Medical Center et qui donc est un hôpital très réputé. En Californie, je crois. Je ne suis pas 100% certain, mais il me semble. Et donc, ce complexe moteur migrant, hein, ce MMC, dépend évidemment énormément du jeûne. Hein. Donc, il faut absolument, chez ces patients SIBO, essayer de les mettre sous jeûne intermittent. Okay, parce que ça, c'est vraiment la solution. On va forcer du cinétisme, on va avoir une action prokinétique par la mise en place du jeûne intermittent, et je vous renvoie à toutes mes capsules sur ce thème. Ça, je commence toujours par là. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ce péristaltisme intestinal est totalement dépendante d'une activité thyroïdienne correcte. Donc, si votre thyroïde est faible, votre SIBO va être inguérissable. Ok ? Je pense que j'ai plus grand-chose à vous montrer. Alors, bon, c'est ça le problème, c'est que je ne sais pas retourner la caméra. Hein. Donc, alors, moi, ce que je vais faire pour revenir à l'écran, j'en sais trop rien, on va risquer, hein. Voilà. Donc, je termine un peu face à vous. J'espère que je suis bien centré, j'en sais rien, je ne vois pas de l'autre côté. Cette importance thyroïdienne, je vous ai déjà parlé de ça, pour venir à bout des problèmes intestinaux très complexes qui résistent un peu à toutes les approches. Allez voir la thyroïde. Thyroïde et surrénal travaillent en parfaite synergie. Donc, si vous allez voir la thyroïde, vous devez aussi aller voir les surrénales et les soutenir si elles en ont besoin. Rien de tout ça n'est systématique, hein, il faut tester. Je vous renvoie aux capsules correspondantes. Et de grâce, si vous avez des difficultés avec des SIBO, mais bon, nous allons étendre ça au côlon irritable et à finalement tous ces cas intestinaux très compliqués à soigner. Toujours rétablir le complexe moteur migrant grâce au jeûne intermittent, mais aussi grâce à l'optimisation de la thyroïde. Donc, thyroïde, n'oubliez pas qu'il y a la T3 aussi. Hein. J'ai une internaute qui, dans un échange Facebook hier, me dit « Ah non, mais ma thyroïde, ça ne m'aide pas, ça ne m'a rien fait. On m'a mis sous thyroxine et je ne vais pas mieux. » Bon, très bien, c'est par là qu'on commence en général.
Mais est-ce qu'on a regardé la T3? Est-ce qu'on a regardé le génotype DIO2 qui convertit T4 en T3, enfin qui régule la conversion de T4 en T3? J'ai pas l'impression. Donc, quand on me dit j'ai pris de la thyroxine, donc de la T4, et je ne vais pas mieux, mais j'ai pas l'impression qu'on a été jusqu'au fond du sujet. Okay, il faut peut-être un peu creuser avant de dire que la thyroïde n'a rien à voir dans ce cas-là et qu'elle ne peut pas aider. C'était pas un cas intestinal, c'est un cas dermatologique. Mais vous savez, la dermatologie et la gastroentérologie, je pense qu'on aurait peut-être mieux fait de combiner ces études. Enfin, elles sont très complexes, donc fions-nous plutôt à des médecins généralistes comme moi qui nous intéressons aux différents domaines et qui essayons de faire des rapprochements et des stratégies globales. Mais j'ai énormément de patients qui vont qui vont solutionner leurs problèmes dermatologiques en solutionnant leurs problèmes intestinaux. D'ailleurs, vous avez vu ici que l'acné, en particulier la rosacée, est très liée au SIBO, hein, entre autres, et au syndrome du côlon irritable, puisque j'essaye de vous faire ce rapprochement aujourd'hui. Alors, bon, j'ai encore des choses à vous dire, notamment sur des manières de détecter le SIBO via des dosages de vitamine B12 et de vitamine B9, donc de folate. Bon, on n'a plus le temps aujourd'hui, je pense qu'il y aura certainement pas mal de réactions à cette capsule, dans tous les sens. Je sens qu'il va y avoir aussi des critiques et des étonnements. Bon, ben, je suis là pour y répondre, pour me justifier, pour m'expliquer. Et donc, je ferai ça dans une capsule SIBO bis la semaine prochaine, probablement. Donc, voilà, il va y avoir une suite. Je vais revenir à ma position de départ pour vous remontrer une dernière fois le temps qui s'éclaircit. Donc, voilà, il est grand temps d'aller sur ce marché du samedi matin, qui est bien sympathique. Et voilà, Oxo, bon, finalement, je pensais qu'il était attentif à mon discours. Je commence à avoir des doutes. Je termine sur cette image relaxante et reposante. Un peu moins de nature aujourd'hui, mais un peu plus d'animaux. Voilà. À la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Au revoir.